Alors, je vais me livrer à un exercice de vaticination. C'est un nouveau mot que François Guitté m'a appris il y a à peu près un mois. On était ensemble au Trophée du numérique et puis on jasait puis il disait qu'on vaticinait. Alors, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Alors, vaticination, c'est la prédiction de l'avenir à la manière d'un oracle. Alors, c'est un peu ce qu'on va faire ce soir, je présume. J'aurais aimé ça, pouvoir entendre Pierre, François, Patrick aussi. Malheureusement, ça ne sera pas possible, mais nos destins se croisent souvent, alors on va sûrement se recroiser. C'est-tu correct, Mélanie? Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Mélanie puis Yannick, je m'excuse. Ça commence pas bien. Donc, l'école de demain, pour moi, c'est une école qui va être décloisonnée. C'est une école, je sais que c'est cliché d'un certain sens. Maintenant, on parle d'une école qui n'a plus de murs, une classe qui n'a plus de murs. Mais vers quoi on s'en va? C'est surtout ça qui est intéressant. D'après moi, lentement, mais sûrement, le monopole de l'éducation qui est assumé par les écoles est en train de disparaître tranquillement. Et on s'en va vers des parcours personnalisés pour les élèves. Je crois beaucoup qu'on s'en va tranquillement vers la transversalité. Là, vous allez arrêter de me tweeter parce que là, j'ai des choses qui m'arrivent depuis tantôt dans mon écran. Donc, la transversalité, on s'en va tranquillement vers ça. Je pense que de plus en plus, les compétences disciplinaires, tout l'aspect disciplinaire des savoirs qui sont transmis, qui sont bons dans une matière seulement et qui ne sont pas contextualisés avec d'autres matières, tranquillement, c'est en train de faire son temps, je le crois sincèrement. Et je crois aussi que de plus en plus, on s'en va vers les apprentissages informels. Donc, au-delà d'apprendre des notions de sciences, de mathématiques, de français, de géographie, d'histoire, etc., bien, on s'en va tranquillement vers des savoirs, des connaissances informelles, donc des choses qu'on apprend à travers des expériences et qu'on apprend un peu par hasard d'un certain sens. Donc, je pense que tranquillement, on va perdre le contrôle sur les contenus qui sont enseignés pour faire confiance à la vie, aux expériences qui vont enseigner à nos élèves à travers des activités qui vont être préparées par les enseignants. Je vais revenir aux enseignants tantôt. Donc, d'après moi, moins de compétences disciplinaires, beaucoup plus de compétences transversales, parce que ce qu'on apprend, il faut qu'on le mette en relation, en collaboration. Les savoirs, il faut qu'ils collaborent ensemble au sens où il faut qu'ils prennent leur sens dans un contexte pratique, un contexte concret. Je fais un lien avec Margarida Romero que vous connaissez très certainement et que si vous ne connaissez pas, prenez son nom, Margarida comme Margarita mais avec un D, Romero, R-O-M-E-R-O, qui est prof à l'Université Laval et qui a développé son modèle des compétences du 21e siècle qui sont c'est un beau petit modèle, c'est intéressant, où est-ce qu'elle parle de co-création, de pensée informatique, qu'on appelle aussi la pensée computationnelle, l'importance de la créativité, je vais y revenir tantôt. Donc, la collaboration est au centre également de tout ça, et c'est là que le transversal prend son importance, prend son essence, où les personnes travaillent ensemble, mais les contenus, ce qui est appris aussi, on le met en contexte, et les contenus, les savoirs ou les expériences ou les compétences vont former une espèce de symbiose, une espèce de synergie où est-ce que l'élève va pouvoir tirer un certain sens et appliquer ce qu'il apprend autrement que dans des examens. On parlait de l'enseignant, tantôt. C'est sûr et certain que le rôle de l'enseignant va être appelé à changer. Quand, je ne sais pas, mais je pense que tranquillement, il est en train de changer. Donc, si on parle de parcours personnalisé où chaque élève va avoir son parcours, il faut penser à des enseignants qui sont flexibles, qui sont en mesure de s'adapter aux réalités des élèves et aux besoins de chacun de ces élèves-là. Tantôt, j'ai oublié de vous mentionner le parcours de l'élève, la façon dont je le vois, c'est un parcours qui se fait par cumul. Et là, Jacques va être content de m'entendre parler. Les badges numériques, je pense que tranquillement, je vois très bien un diplôme d'études secondaires, par exemple, qui est créé par un cumul de badges, un certain nombre de badges à acquérir qui vont mener après à un diplôme ou encore des diplômes, des plus petits diplômes qui, tout ensemble, par cumul, vont former un diplôme d'études secondaires. Donc, je pense que dans le futur, il n'y aura plus vraiment de parcours comme les cours qui sont prescrits dans le régime pédagogique, mais un élève va faire un peu un choix à la carte à travers non seulement des cours qui sont offerts, mais aussi des expériences, des activités scolaires et parascolaires qui vont être offertes
à l'élève. Donc, si je reviens à l'enseignant, ben ça va prendre des personnes qui sont polyvalentes et ça va prendre des personnes qui sont flexibles. Les experts des matières, tantôt je parlais de la fin du monopole de l'école, ben la fin du monopole de l'école veut dire la fin du monopole de l'enseignant. Donc, c'est un enseignant qui ne sera plus un livresque, ça sera plus un enseignement livresque, ça sera plus un espèce de pédantisme, mais bien un savoir qui est axé sur les besoins de l'élève et ce que l'élève veut savoir et autant où il veut le savoir. Donc, on dit souvent que l'enseignant rivalise de plus en plus avec Google. Moi, je pense qu'il n'y a pas un enseignant qui se renouvelle n'a pas à se soucier de Google, n'a pas à craindre non plus Google. Je pense que c'est ceux qui refusent, qui veulent compétitionner avec Google, qui vont se prendre, puis qui vont peut-être se retrouver, se faire, je vous dirais, dépasser par les technologies à ce moment-là. Je vois une valorisation professionnelle plus importante également pour les enseignants, parce que les enseignants vont devenir des stratèges, ils vont devenir vraiment des pédagogues, non pas nécessairement des experts d'une matière, mais des pédagogues qui vont être capables d'enseigner plusieurs choses à la fois, mais aussi de faire preuve de créativité pour créer des nouveaux contextes qui sont significatifs pour les élèves. Et aussi, l'année passée, j'ai eu la chance avec Jacques, d'ailleurs, d'assister à la conférence de leadership, la conférence internationale sur le leadership en éducation dans l'Ouest canadien. Et en clôture, c'était Young Zhao, qui est prof à l'Université d'Oregon et qui avait expliqué l'importance de créer des opportunités pour les élèves. Et je pense que, justement, les enseignants, les directeurs vont être des créateurs d'opportunités pour les élèves et les élèves vont avoir à saisir ces opportunités-là pour pouvoir éventuellement avancer dans leur parcours. L'école, la façon que je vois ça rapidement, un incubateur d'idées, un laboratoire d'innovation vivante qui va être au centre de partenariat, de collaboration entre les différents acteurs qui gravitent dans la société. Je vois très bien, là, on parlait tantôt de la fabrique Beaubois, les makerspaces dans les écoles. Vous pouvez être certain que d'ici 5-6 ans, il va y avoir beaucoup de ces espaces-là dans toutes les écoles. Actuellement, on en voit beaucoup beaucoup. On en voit quelques-uns dans les universités, quelques-uns dans les cégeps, tranquillement dans les écoles secondaires. Mais vous pouvez être certain que dans les prochaines années, si on se fie à la tendance américaine et même française et tranquillement canadienne, les makerspaces sont en train de se démocratiser, vont se retrouver rapidement dans les écoles. Donc, je vois l'école comme étant un incubateur d'idées, un lieu où les partenariats vont se fonder. Puis d'après moi, ça, les partenariats, c'est un élément important de l'école du futur, où est-ce que la société va envahir l'école, où est-ce que on va mettre à contribution les partenaires de l'école pour venir aussi enseigner aux élèves. Enseigner pas dans le même sens que le pédagogue va le faire devant ses élèves en tant que spécialiste, mais spécialiste d'une matière. Donc peut-être dispenser des contenus autres que ceux qui vont être couverts par l'école. Donc je vois des ingénieurs, je vois des informaticiens. On voit ça aussi dans les écoles, mais je le vois de façon un peu plus soutenue en ce qui me concerne. Les universités, on a parlé il y a quelques semaines à Horizon 2025 pour la FEP ici, de facultés d'éducation qui pourraient être à même certaines dans les écoles. Donc, je vois très bien les écoles, les enseignants qui participent beaucoup plus directement à la formation des maîtres, qui contribuent beaucoup plus intimement, je vous dirais, à la formation des nouveaux enseignants, où ces enseignants-là et ces élèves-là dans les écoles vont créer des données probantes. On en entend souvent parler, des fameuses données probantes. Et les enseignants vont être plus que des objets d'étude, mais ils vont également être des chercheurs, entre guillemets. OK, je mets des guillemets importants, pour pouvoir trouver un équilibre entre les données probantes et les pratiques probantes. Donc, une espèce d'équilibre à ce niveau-là. Donc, pour moi, l'école de demain, l'école dans les 10-15 prochaines années, c'est un chef de file dans la société. Ce n'est plus la remorque sociale. C'est un incubateur, comme j'ai dit tantôt, un outil de changement social, comme c'est supposé être, et non pas en mode souffre-douleur comme c'est présentement, où est-ce que l'école se retrouve souvent tiraillée par le changement. Et moi, ce que je vois, puis peut-être dans une échéance plus longue, je vois l'école à la tête du changement social et comme point central dans notre société. Je la vois comme le système de santé est actuellement. La moitié environ du budget du gouvernement
et des contributions de tous les acteurs sociaux au sein de chacune de ces écoles, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques. En ce qui me concerne, ça n'aura pas d'importance. Ce qui va être important, c'est d'en faire de faire de l'éducation le point le plus important et ne pas juste le dire, mais de le vivre. Donc, en ce qui me concerne, ça fait un peu le tour des choses que je voulais partager avec vous ce soir. Ouais. Je veux pas voler ce que Pierre et François vont sûrement dire, mais ils vont sûrement vous parler de délinquance. Puis, moi, en tout cas, on s'est croisés une couple de fois depuis 5-6 ans. C'est un discours que j'ai entendu souvent, puis c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. Je pense que c'est sûr que c'est important de suivre les règles, mais je pense que des fois, il faut faire preuve de délinquance pédagogique. Alors, pour moi, sortir des sentiers battus, c'est ça, c'est de sortir, de faire preuve de délinquance et surtout, pour sortir des sentiers battus, c'est facile d'aller dans un sens ou dans l'autre, mais il faut avoir une bonne direction. Cette direction-là, on la fait en s'informant, en étudiant, en faisant comme vous faites présentement, en se rassemblant, en écoutant les autres, puis en trouvant des idées. Donc, je pense qu'il faut prendre le contrôle sur notre développement professionnel, sur notre formation continue également, et prendre tout ce qu'on apprend à gauche, à droite, en côtoyant des personnes comme celles qui sont de l'autre côté de l'écran. Et après ça, arriver la tête pleine d'idées, les ramener dans notre école, puis essayer des choses, les mettre à notre main, à la saveur de nos élèves, parce que même si dans la classe de Pierre Gagnon, il y a des super bonnes idées, ben je sais très bien que je peux pas prendre cette recette-là puis l'amener dans ma classe parce que j'ai une réalité différente. Mais je peux quand même changer des petites choses puis essayer des affaires. Puis après ça, rappeler Pierre, puis lui dire hey, regarde ce que j'ai fait. Fait que de cette façon-là, on s'inter-influence. Alors, pour moi, pour sortir des sentiers battus, c'est exercer une vigie, aller au-devant des personnes, leur parler, trouver des idées. Et puis, partager aussi mes idées. J'ai écrit un article de blog il y a peut-être, je me souviens plus quand, là, je disais que le blog, c'était un phare, mais c'était un miroir aussi. Donc, partager nos idées, ça l'éclaire des personnes, mais aussi, ça nous permet de réfléchir sur ce que nous, on fait. Et malheureusement, l'éducation, on ne prend pas assez le temps de faire ça parce qu'on est toujours dans l'urgence de la correction ou des appels, des dossiers, etc., qui s'empilent sur les bureaux de direction. Bon. Alors, voilà. Ben, moi, ce que je vois, c'est simple. Tantôt, je parlais de parcours de formation qui sont des parcours personnalisés. Je pense qu'il va falloir arrêter de différencier les élèves réguliers des élèves à besoins particuliers pour adopter je vous dirais, une conception universelle de la pédagogie, de l'enseignement. Ce qui fait que des élèves qui ont plus de difficultés peuvent aller à leur propre rythme, puis des élèves qui, eux, ont besoin de suivre un autre parcours, ben ils suivent cet autre parcours-là. Donc, je pense qu'éventuellement, on va arrêter d'étiqueter les élèves d'une façon ou d'une autre. Puis on va donner à tout le monde les outils puis les possibilités pour emprunter leur propre parcours. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des élèves qui vont toujours avoir besoin de plus d'outils, d'encadrement, plus d'aide. Et puis, c'est notre responsabilité de les accompagner. Je pense que ces élèves-là sont en train eux-mêmes, à travers leur intégration dans nos écoles, dans nos cours, dans nos écoles dites régulières, sont en train eux-mêmes de changer l'école tout simplement. Ben, la façon que je vois les choses, c'est que la direction d'école, c'est celle qui va catalyser, qui va être l'élément catalyseur entre les partenariats, les idées des enseignants. Moi, j'ai toujours vu mon travail comme étant un outil au service des enseignants pour leur permettre de réaliser les buts qu'ils se fixent, leur permettre d'aller plus loin. Fait que c'est pas mal le rôle de la direction. Je crois beaucoup au leadership transformationnel, donc d'outiller les personnes pour qu'ils exercent leur propre leadership. C'est ce en quoi je crois. Et je veux donner les outils aux enseignants avec qui je travaille d'exercer leur propre leadership. Je vois mon travail, c'est un peu le même travail que les enseignants envers leurs élèves, au sens où moi aussi, c'est de donner des opportunités aux enseignants, leur permettre de croître. Donc, dans ce sens-là, mon leadership pédagogique, c'est le plus possible d'outiller les profs pour que eux exercent leur leadership pédagogique à leur rythme. Il y a des personnes qui tout simplement prennent une avance incroyable puis qui s'élèvent à un niveau vraiment impressionnant. On parlait de la fabrique tantôt. Mes collègues Michel Choquette, Adam Desjardins n'ont plus les pieds sur terre, je vous dirais, depuis 3 mois. Avec la fabrique, ça les a amenés à des endroits assez incroyables.
J'ai des exemples d'autres enseignants dans mon milieu, comme dans d'autres milieux également, qui profitent des possibilités qui leur sont offertes, soit par moi ou par mes collègues à la direction, pour atteindre d'autres niveaux. Alors, je pense que c'est pas mal le rôle du directeur d'école, c'est d'offrir des opportunités aux enseignants, puis aussi aux élèves. Aussi directement, parce que nous aussi, on peut avoir une incidence sur les élèves. Les recherches sont pas claires à savoir quel est le rôle de la direction sur la réussite des élèves, parce qu'on n'exerce pas souvent un rôle direct, un lien direct avec ces élèves-là. Ça se fait souvent par l'entremise de l'enseignant, d'où le fameux effet enseignant. Mais il y a une façon de court-circuiter cette relation-là pour être plus près des élèves, leur donner des possibilités. Puis Jacques, tu peux en témoigner avec les élèves qui étaient impliqués dans le comité l'année passée pour la création de la fabrique. Là, on avait à peu près, pas à peu près, là, on avait 8 élèves. Puis chacun de ces élèves-là s'est élevé de différentes façons. Je vous dirais, pour relever des défis, là, j'ai des élèves qui ont fait des vidéos assez incroyables. Vous êtes peut-être au courant, on a gagné un prix pour un trophée pour le numérique en éducation il y a à peu près 3 semaines, un mois, pour notre contribution envers le numérique en éducation. Puis moi, j'ai juste rempli la paperasse. Il fallait faire un dossier vidéo. C'est les élèves qui l'ont fait au complet. Alors, c'est ça, c'est de donner... je reviens à ce que Young Zhao disait, c'est de donner les opportunités aux enseignants pour leur permettre de saisir ces chances-là. Ben, c'est difficile, là. Tu sais, Maud, tu me poses la question comment j'y parviens. Je te dirais pas que j'y parviens. Tu sais, je veux dire, c'est un défi pour moi aussi. Je te dirais pas que c'est toujours facile. Puis cet automne, particulièrement, ça a été difficile à ce niveau-là. Il y a un fossé, puis ça c'est une réalité, je pense que tout le monde peut le remarquer ici présent. Il y a un fossé numérique qui s'accroît de plus en plus entre les enseignants. Puis je vous dirais aussi qu'il y a un fossé pédagogique qui s'accroît également. Euh, ben oui, je veux dire, effectivement, il faut voir le technologique comme étant un outil en soi pour améliorer la pédagogie. Là. On pourrait en débattre bien longtemps, puis je suis pas sûr que tout le monde est d'accord à ce niveau-là, mais en tout cas, où est-ce que je veux en venir, c'est que j'ai pas de solution miracle à te donner là-dessus. Ce que je sais, c'est que c'est difficile. Moi-même, cet automne, j'ai été confronté à ça. Euh, je pense que ce qui est important, les pistes de solutions que j'ai trouvées, que j'essaie d'exploiter, ça fonctionne pas, ça dépend tout le temps. C'est de permettre la chance aux profs qui s'élèvent de donner un coup de main, puis de former, puis d'en amener un autre avec lui. Fait que je pense que moi, je crois beaucoup au nivellement vers le haut. Et non pas à celui vers le bas, mais c'est comme n'importe quoi. Il y a des forces il y a des forces qui sont antigravitationnelles, il y en a d'autres qui sont très ancrées à terre, puis des fois qui ramènent en bas assez violemment d'autres personnes. Puis on ne pourra pas vraiment se défaire de ça. Mais il faut comprendre que ces personnes-là qui résistent sont inquiètes. Hein? Ils sont en train de se voir, de voir leur travail se redéfinir. Alors, je pense que c'est un réflexe normal pour tout le monde, c'est humain. Maintenant, je crois beaucoup que quand on est capable d'élever, quand on a un succès, puis on est capable de cibler un prof qui est en train tranquillement de s'affranchir de ces liens-là, c'est de donner cette chance-là à cette personne-là d'aller convaincre une autre. Parce que si je prends, mettons, un de mes profs qui, je vous parlais tantôt, là, qui est vraiment hot puis qui est vraiment bon, ben les profs ne s'identifient déjà plus à lui parce qu'il est trop bon. Puis vous avez sûrement déjà entendu parler, tu sais, de dire, oh, c'est bien lui, il est bien hot, tu sais, ou c'est un technophile ou, tu sais, etc. Là. Fait que les profs coupent leur lien d'identification, mais ils vont s'identifier à d'autres profs. Puis c'est ces autres profs-là qui sont notre clé. Dès qu'on est capable d'en rallier un, faut l'exploiter au maximum pour qu'il soit capable de convaincre les autres enseignants pendant qu'il y a cette crédibilité-là, avant qu'on le perde des nuages avec les autres. Là. Est-ce que tu comprends un peu, Mon, ce que j'essaie de dire? Exactement. Je pense que le changement par la base, le leadership vers le milieu, justement, aussi parce que ces personnes-là sont entre deux, là, sont entre les nuages et la terre. Fait que on pourrait étirer un peu la définition de leadership par le milieu de Michael Fullen à ce niveau-là. Là. Mais c'est ça, ce que tu dis, il n'y a pas de recette. Si jamais j'avais cette recette-là, je pense que je travaillerais plus dans une école, puis je me promènerais d'école en école, puis je chargerais un prix de fou à toutes les directions qui m'engagent.
c'est clair. Il y en a qui le voient, il y en a d'autres qui veulent pas le voir et qui ont la tête dans le sable. Mais c'est pas rien de. Les parents le voient, ça. Les profs, les élèves le voient. Imaginez, il y a un élève qui rentre dans votre classe, puis vous êtes émancipé pédagogiquement, puis après ça, il vient dans la mienne, alors que moi, je me borne dans mon cahier d'exercice, puis que je fais du page par page. Les élèves sont pas fous, ils le voient. Donc, je vous dirais que tout le monde le voit, ça. Tout le monde en prend conscience. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous écouter mes autres collègues, mais comme je vous disais, on va avoir l'occasion de se revoir. C'est sûr et certain. Puis à bientôt. Et puis lâchez pas.